De retour, Ebiata Opiel. Donc, Ebiata Opiel, vous êtes né au Congo-Brazzaville en 1946, vous êtes historien, vous êtes docteur d'État, vous avez enseigné dans plusieurs académies de France, et aujourd'hui, donc, nous discutons sur l'histoire cachée des peuples du Congo-Brazzaville. La place de l'écriture dans la société africaine bantou des peuples qui peuplent aujourd'hui le Congo, et les bâtisses, les infrastructures, l'héritage des vestiges que ces peuples ont légués donc à la postérité. Alors, comment expliquez-vous que ces peuples n'ont finalement pas laissé une écriture, quand on sait que pour une civilisation, une écriture, c'est quasiment les fondements même de la pérennité? Bien. L'écriture, fondement de la pérennité, ce n'est pas vérifié. Mais ce sont les fondations. Oh ben, écoutez, cela reviendrait à dire qu'un peuple sans écriture est un peuple sans histoire. Ce n'est pas vrai. Sous le climat équatorial, c'est vrai que nous n'avons pas développé une écriture. C'est vrai que nous n'avons pas construit avec des pierres et autre chose, comme en Égypte, comme partout en Occident. Mais néanmoins, il existe ce que nous appelons une mémoire rituelle. C'est-à-dire que nous avons de belles pages d'histoire de nos ancêtres qui ont été écrites sur les sentiers des campagnes, à travers les eaux qui coulent, et c'est ce que nous appelons la mémoire rituelle. Alors, si on reste sur cette mémoire rituelle, excusez-moi de vous interrompre, cette mémoire rituelle, elle se perd avec les décennies, avec les siècles. Mais justement, non. Elle ne se perd pas. Ce qui se perd, c'est ce qui a été créé artificiellement. Donnez-nous un exemple. Un exemple qui a été créé artificiellement. Les chansons folkloriques. Quand vous dansez, vous êtes pris de l'amour d'une jeune fille, vous inventez une chanson. 2 ans après, elle n'est plus de mode. Elle disparaît. Or, le rite est un geste rendu sacré pour qu'il soit inaltérable. Il est répétitif. Donnez-moi un exemple d'un rite. Alors, je vais vous dire par exemple... Pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui. J'ai commis un ouvrage il y a 3 ans pour expliquer les origines et l'extension géographique de l'ancien royaume Téké à partir d'un rite. Quel est le titre de l'ouvrage pour ceux qui nous suivent, hein? Des chutes du Kwembali aux rives du fleuve Congo, qui a été publié par Edilivre en 2015. Qu'est-ce que je disais dans cet ouvrage? J'ai lu la tradition. Il y a dans la cérémonie de l'intronisation du roi Téké un rite qu'on appelle le rite de la piste de l'eau sacrée. C'est-à-dire que le village du Sacre se situe sur le plateau de Mbé, à 100 km de Brazzaville. Très bien. De ce plateau, pour que le pouvoir soit réel, on va chercher l'eau. Pour que le pouvoir soit réel où? Et le pouvoir du roi soit réel. Oui, mais on a Mbé, donc c'est quel royaume? Le royaume Téké. Très bien. Voilà. Pour que le pouvoir soit réel, ils vont chercher de l'eau à près de 400 km. En quelle direction? Au sud de Djambala, aux chutes de la Lepfini, au sud de Dudi, les chutes de Nkwembali. Près de 400 km. Donc, c'est-à-dire que si je me tiens à Mbé, je vais vers 400 km, donc ça veut dire que ça me ramène complètement de le royaume d'Ouango. Ah ben, aux alentours, surtout, dans
presque vers la fin de la vallée du Niari, dans les pays Lali, effectivement. On est dans le royaume Wango. Oui, ils vont chercher de l'eau à cet endroit. Je me suis posé la question, mais pourquoi vont-ils si loin? Alors que le fleuve Congo est à, allez, je dis, une demi-journée. Mais avant le fleuve Congo, nous avons d'autres affluents du Congo. Oui, la Léfini qui n'est pas loin. Et il y a aux alentours de Mbé une petite rivière qu'on appelle Ngambon, qui est pérenne, une rivière pérenne, qui est là où les populations se ressourcent. Et là, on a approximativement, on est au 19e siècle ou... Ah non, aux origines. À nos origines. C'est vraiment, chaque fois qu'il y a eu intronisation d'un roi Téké, il y a ce rite-là. Sinon, le pouvoir n'existe pas. Il n'est pas investi. Il n'est pas investi. Le pouvoir n'existe pas. Parce que cette eau est elle-même l'incarnation du pouvoir. Donc c'est un totem, en quelque sorte. Si l'on veut. Parce qu'elle est puisée à la source de l'esprit que l'on dit est... Qui investit le roi. Voilà. Alors donc, je me suis posé la question. Mais pourquoi va-t-on si loin? Alors... Attendez, docteur. Mais si on se remet dans le contexte, à l'époque, on n'a pas d'autoroute, on n'a pas d'avion. Oui. Comment est-ce que ces personnes ont fait pour retrouver la voie, sachant qu'on est en pleine forêt dense? Ah ben très bien. Mais très bien. Comment est-ce qu'ils ont fait pour retrouver la voie? Mais cela veut dire qu'ils la connaissaient avant. Cela veut dire qu'ils la connaissaient avant. C'est-à-dire que le plateau de Mbé est le point terminal de la marche d'un peuple depuis cette vallée jusqu'au plateau. Parce que, ordinairement, quand on s'est ébrouillé avec ses ancêtres, qu'est-ce que l'on s'est dit? Écoutez, il faut que j'aille sur la tombe de mon père. C'est vrai, c'est encore valable aujourd'hui. Donc, je vais à mes origines. C'est ça, comment ça? Donc, si les gars vont puiser l'eau là-bas, c'est qu'ils repartent à leurs origines pour légitimer ce trône. Voilà. Et ça, c'est un rite. C'est une lecture qui a été faite depuis et aujourd'hui. Depuis les ancêtres, ça se fait. Donc ça, c'est inaltérable parce que c'est sacré. C'est incroyable. Voilà. Et donc, ça veut dire que durant plusieurs décennies, plusieurs siècles, les peuples Téké étaient déjà rentrés, en fait, en connexion avec tous les groupes qui peuplaient ces régions, ces contrées. Mais bien sûr. C'est-à-dire, depuis ce que l'on peut considérer comme leur vallée d'origine. Quand tu lis ce rite-là, il y a un espace géographique que l'on conquiert au fur et à mesure que l'on avance. Parce que c'est ce qu'on appelle en histoire de l'essaimage. Je suis l'aîné du groupe, le groupe a grandi, l'espace ne peut plus nourrir tout le monde, je délègue un de mes fils, un de mes neveux, tiens, va un peu plus loin, bâtis un village, mais je reste toujours l'autorité suprême. Tu dois me verser quelque chose. Mais c'est ça la fiscalité, généralement, que l'on trouve en Afrique. Oui, même en Europe. Tout à fait. Lorsque les rois ils investissaient des seigneurs dans certains contrées, ce dernier était supposé verser quelque chose. Donc, verse-moi quelque chose et me reconnais mon autorité. Je suis ton oncle, je suis ton grand-père. Et ainsi de suite. Et on occupe les espaces. Et l'homme qui a investi tout le monde devient le pont dont je parlais. Je suis le pont entre... Je suis le Moko. Voilà. C'est ça. Onko. Onko. Excusez-moi. Je suis l'Onko, je suis le pont. Alors, ça c'est un rite. Donc c'est une mémoire. Parce qu'après tout, pourquoi est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas que
le rite en Afrique est un témoin d'histoire et de civilisation. L'erreur non, la faute que l'on commet aujourd'hui, c'est que nous, historiens, nous avons laissé le rite, plutôt la description du rite, à nos amis de tous les jours qui sont les anthropologues, les ethnologues, qui finalement ne recherchent que du théâtre et du folklore. Quand vous êtes habillés d'habits rouges ou noirs, vous dansez, ça les intéresse. Mais la lecture historique de ce que cela veut dire, mais pourquoi est-ce que je quitte Mbé pour aller là-bas? Cette question, personne ne se l'est jamais posée. Exactement. Donc il faut. Et même aussi, excusez-moi, c'est que cette question, elle n'a jamais été rendue publique. Ah non, mais justement, et c'est pour cela que je disais d'entrée que nous avons une responsabilité en tant qu'historiens de ne pas enseigner l'histoire du Congo. Notre Congo. Justement. Nous enseignons l'histoire des autres. Notre histoire, c'est cette mémoire rituelle. C'est-à-dire que ce que nos ancêtres ont fait depuis et que l'on a transmis aujourd'hui sans altération profonde. Il en existe dans toutes les aires culturelles. Mais on n'a pas ça. On n'a jamais recueilli tous ces rites qui font que on se dise, mais d'ailleurs, il y a un ami qui me disait, écoute, un ami, je faisais une émission comme ça aussi, il me disait, mais écoute, tu vas pas nous dire que les Égyptiens qui sont allés chercher des cailloux, enfin, des pierres pour construire les pyramides à des milliers de kilomètres, j'ai dit non, mais c'est différent. Si les Égyptiens avaient autant de pierres autour des pyramides, ils ne seraient pas allés loin. Tout à fait. Ils ont fini le lot de pierres qu'ils avaient. Autour. Et les voilà partis. Là, ce n'est pas le cas. Ici, nous avons l'eau partout. Mais je vais là-bas. Donc, il y a autant de rites comme ça qu'il faudrait que nous mettions en valeur. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution anglaise n'est pas écrite. Non, c'est vrai. Elle est basée sur des us et coutumes. Voilà. Mais c'est justement ça. Or, nos us et coutumes sont relégués au rang de folklore. Voilà. C'est du folklore. Mais au fond, ils ont un sens historique profond. Comme les pierres des Égyptiens, comme le fer de la tour Eiffel, comme l'écriture des pharaons, comme celle des Mérovingiens. D'accord. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que il est temps qu'on se réapproprie notre histoire et qu'on puisse la formaliser ou encore, je dirais, la structurer. La structurer pas, je ne dirais pas d'une manière littéraire, mais sur des édifices. Qui sont les réalités que nos parents nous ont léguées et que nous sommes en train d'évacuer. S'il te plaît, Fabrice, pour revenir, prends le cas du nom, le nom. Oui. Le nom. Mais le nom est une source d'histoire. C'est un vrai témoin d'histoire. Un exemple. On ne s'appelle pas Ebiatsa n'importe comment. Quand on s'appelle Ebiatsa, on est lié à un ancêtre. À un ancêtre. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Ebiatsa, ça sonne très mal. Ce n'est pas bon. Je change de nom. On met deux Ebiatsa. C'est ça. Donc, voilà, je ne suis plus lié à qui que ce soit. Et voilà comment notre histoire est bafouée. C'est surtout ça, c'est-à-dire que nous sommes un peu otages d'une acculturation, je ne sais pas. Les historiens doivent approfondir ces choses-là. Non, c'est pas la peine. Appelle-toi Maslana, ne t'appelle pas autre chose parce que ce nom veut dire beaucoup de choses. Il part de très loin, il est arrivé à toi, garde-le. Et ton devoir, c'est de le conserver, de le garder.
Et de l'expliquer à tes enfants. Et c'est même ça l'essence de notre existence. Bien sûr. On ne vit que pour donner la vie à ceux qui viendront après nous. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Parce que, non. Le nom aussi est un édifice en pierre. Il est parti d'un ancêtre très lointain. Il nous est arrivé là. Mais pourtant, c'est dans l'oralité. Mais tes parents n'ont jamais oublié que dans une vie, il y avait des Maswana quelque part. Je comprends bien. Donc, en fait, nos bâtisses et les infrastructures que nos ancêtres ou que ces peuples ont léguées, ce sont ces rites. Que nous avons aujourd'hui légèrement perdus. Pas légèrement, que nous avons presque totalement perdus. Je vais te donner un exemple. Imagine-toi, quand les Européens arrivent au Congo, le Nganga, tout le monde le connaît. Oui. Le Nganga, c'est le marabout, le féticheur. Voilà justement le terme, ils appellent féticheur. Ce qui est très très dévalorisant. Cet homme n'est pas un marabout, cet homme n'est pas un féticheur, cet homme est un botaniste. Très bien. Il va chercher les plantes que sa science ancestrale lui a appris et il les met en pratique. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un féticheur. Et nous voilà aujourd'hui abondés dans ce sens. Tu as déjà vu un historien congolais dire, ah voilà, c'est un ganga? Non, c'est un féticheur. Et il y en a plein comme ça de ces termes qui font que nous sommes en train d'évacuer. Non, mais c'est vrai, moi j'ai grandi au Congo. Quand on grandissait, pour nous, le féticheur, déjà le bon ganga, il fallait le dire en Lingala ou en Kituba ou en Kikongo, mais le terme approprié, c'est féticheur. Non. Je veux dire que dans notre culture, non, je dis de ce que notre culture moderne. Tout à fait. Aujourd'hui, le Congolais moderne, moi j'étais petit au Congo, et je crois que les gamins congolais aujourd'hui qui naissent, le terme qu'ils vont retenir, c'est que quand on va voir un ganga, pour eux c'est un féticheur. Or, ce n'est pas vrai. Tout cela contribue à la fois à dévaloriser nos cultures et à nous éloigner de l'histoire. Vous n'avez pas d'histoire. Le mot féticheur est un mot européen. Tu vas chez les Ngala, chez les Vili, chez les Teke, c'est Nga ou Nganga. Mais ces termes-là ont disparu. Pour laisser la place à des termes qui dévalorisent nos cultures, qui font en sorte que l'écriture, la tour Eiffel, non. Il y a des choses que nous avons, mais que nous n'avons pas oubliées, mais que nous avons enterrées, et c'est un préjudice que nous avons à l'égard de nos enfants. D'accord, nous allons faire une pause avant d'attaquer la troisième partie. Nous allons parler du royaume Teke, du royaume Luango, comment c'était organisé, et s'il y avait d'autres royaumes dans les régions, vous allez nous en parler. Et enfin, nous allons donc parler comment on pratiquait à l'époque les cérémonies funèbres, car ces cérémonies, bien sûr, symbolisent aussi quelque chose de très important. On le voit encore aujourd'hui lorsque nos peuples enterrent leurs parents ou leurs amis. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci.